juillet 1957, devant le président Coty, les parachutistes de la 10e DP, commandés par le général Massu, défilent sur les Champs-Élysées. Les paras sont venus spécialement d'Algérie, où ils sont en train de remporter une bataille, la bataille d'Alger. La bataille d'Alger ne fut pas un combat héroïque, mais un sombre épisode qui vit l'atrocité de la torture répondre à l'horreur du terrorisme urbain. Pour comprendre l'engrenage des ennemis complémentaires qui se sont affrontés dans la Casbah d'Alger, il faut remonter quelques mois en arrière. Après les élections législatives du 2 janvier 1956, Guy Mollet, qui avait dénoncé pendant la campagne électorale la guerre d'Algérie, imbécile et sans issue, est investi comme président du Conseil. Au palais de l'Élysée, M. Guy Mollet a présenté au président de la République le nouveau gouvernement. Il compte 13 ministres, nombre porte-bonheur, espérons-le, et 23 secrétaires et sous-secrétaires d'État. Dans le nouveau gouvernement, le général Catroux est nommé ministre résident en Algérie. Cette désignation va soulever la colère de la population pied-noire, qui juge Catroux trop libéral. En se rendant à Alger où il devait installer le général Catroux, M. Guy Mollet s'attendait certes à un accueil dénué de chaleur. Les mots d'ordre laissaient prévoir une manifestation faite de silence et de réprobation. Mais c'est en présence d'une foule surexcitée que le président du Conseil allait passer les troupes en revue. C'est devant un flot humain mouvant et hostile qu'il allait déposer devant le monument aux morts une gerbe aussitôt foulée aux pieds par les manifestants. Jamais dans son histoire, Alger n'avait connu pareil climat d'émeute. On connaît le résultat immédiat de ce dramatique 6 février algérois, la démission acceptée du général Catroux et l'effort d'apaisement entrepris par M. Guy Mollet. La tâche du président du Conseil s'avère plus difficile encore qu'il ne l'avait prévu. Mais les Français d'Algérie retiendront l'engagement formel qu'il a pris au lendemain de ces pénibles incidents. La France ne permettra jamais que les Algériens d'origine européenne abusent de leurs avantages économiques actuels en cherchant à exploiter les musulmans. Mais elle n'acceptera jamais non plus que les musulmans profitent de leur nombre pour condamner à la tutelle ou au départ la minorité d'origine européenne. La France n'abandonnera jamais l'Algérie. Lacoste remplace Catroux. La capitulation du 6 février marque un tournant. Désormais, les ultras d'Alger savent qu'ils peuvent dicter leurs lois à Paris. La leçon ne sera pas oubliée. En mars, Mollet et Lacoste font voter par les députés, y compris les députés communistes, les pouvoirs spéciaux qui, comme l'indique leur nom, donnent au gouvernement tous les moyens pour mener l'action en Algérie. L'article 5, en particulier, permet de prendre des mesures exceptionnelles pour le maintien de l'ordre. L'arrivée de M. Robert Lacoste à Alger n'a pas peu contribué à apaiser les esprits. Le ministre résident est résolu à appliquer d'urgence les décisions prises à la suite du vote des pouvoirs spéciaux. Déjà, les premiers renforts ont débarqué dans le port d'Alger. Ils apportent à une population inquiète la preuve qu'elle attendait, la volonté de rétablir un ordre sans lequel aucune réforme sociale ne serait possible en Algérie. Le vote des pouvoirs spéciaux autorise l'accroissement de l'effort de guerre. On rappelle les classes disponibles. En quelques mois, les effectifs engagés en Algérie passent de 200 à 400 000. Au printemps 1956, le gouvernement Mollet fait basculer le conflit algérien dans la guerre. L'incendie d'un grand garage situé au cœur d'Alger a porté à son paroxysme l'émotion d'une ville déjà surexcitée par la propagation de nouvelles pessimistes. Cet attentat est apparu comme le premier signe de l'extension du terrorisme à la capitale, et dans la métropole même, le retentissement de ce coup de semonce a été considérable. À l'été 56, le FLN décide de porter la guerre dans les villes. Les attentats et assassinats se multiplient. Mais la première bombe qui explose à Alger n'est pas l'œuvre des commandos du FLN. Le 10 août, un groupuscule d'extrême droite fait sauter une maison de la Casbah rue de Thèbes.
À Alger, le contre-terrorisme précède le terrorisme. Dans les petites ruelles entrelacées de la Casbah, le FLN est pourtant comme chez lui. À l'automne 1956, le patron du FLN à Alger est Larbi Ben Midi, un des 6 chefs historiques du 1er novembre. Le chef militaire est Yassef Saadi. J'ai d'abord essayé de recruter dans le milieu qui n'était pas politisé au sens propre du mot. La plupart d'entre eux étaient mouillés, si vous voulez, et par crainte d'une dénonciation ou autre, j'ai puisé un peu dans le milieu, ce qu'on appelle le milieu de la pègre, si vous voulez, qu'on appelle communément la pègre. Yassef Saadi recrute un souteneur, Ali Lapointe, qui devient son lieutenant. Saadi recrute également des femmes, comme Zora Drif ou Jamila Bouhired. Elles servent d'agents de liaison. Nous n'avions pas d'armes. Les armes, on les achetait. Enfin, on achetait quelques armes rouillées ou alors on déterrait quelques armes datant de 1942, de l'époque du débarquement anglo-américain en Algérie. Avec ces petits pistolets, ces couteaux, des armes de poing. Et on a commencé à s'organiser. Le 30 septembre, en fin d'après-midi, des bombes explosent dans des cafés fréquentés par de jeunes Européens, à la cafétéria, puis au Mikbar. C'est un affreux carnage. On relève 2 morts, des dizaines de corps mutilés, déchiquetés, qu'il faut amputer. Une psychose d'attentat s'abat sur Alger. Le 14 novembre, un militant communiste, Fernand Yveton, est arrêté. Il avait déposé une bombe qui n'a pas eu le temps d'exploser dans le vestiaire de l'usine à gaz où il travaillait. Fernand Yveton est guillotiné en février. Les opérations franco-britanniques dans la zone du canal de Suez ont débuté par une intense activité aérienne. Quelque part à Chypre, les troupes aéroportées se préparaient au combat. À l'heure H, de nombreuses tiques françaises et britanniques étaient larguées au-dessus de Port Fouad et de Port Saïd, sur les étroites bandes de terre séparant le canal de la mer. L'occupation rapide des points stratégiques par les paras allait permettre aux unités de débarquement de prendre pied à Port Saïd presque sans coup férir, tandis qu'une lourde colonne de fumée montait du parc de stockage d'essence incendié. Nous pensions qu'en donnant un coup d'arrêt à Nasser, qui venait de nationaliser le canal de Suède, nous pensions qu'en donnant un coup d'arrêt, nous réglerions plus facilement le problème algérien. L'affaire de Suez s'est terminée, comme vous le savez, par un véritable fiasco. Alors, au retour, nous avions perdu la face. Fin décembre, la 10e division parachutiste débarque à Alger. Les paras se sentent frustrés d'une victoire militaire qui leur aurait permis de renverser le régime de Nasser. Ils n'ont pas le temps de souffler. Dans Alger, l'inquiétude et la peur grandissent chaque jour. Le 28 décembre, Amédée Froger, un notable musulman partisan de l'Algérie française, est abattu.
Au cours de ces obsèques, la foule déchaînée se livre à d'atroces ratonnades qui n'ont pas été filmées. À Alger, les forces de l'ordre sont débordées. Le 7 janvier, sur ordre de Lacoste, le préfet Barré transmet ses pouvoirs de police à Massu. Le pouvoir politique s'en remet à l'armée pour rétablir l'ordre dans Alger et prévenir la grève que le FLN veut lancer. C'est la montée du péril, en fin d'année 56, l'extension du terrorisme, face à laquelle les moyens civils à la disposition de M. Lacoste se révèlent, sinon totalement incompétents, du moins d'une compétence insuffisante, puisque M. Lacoste craint d'être débordé, en particulier au moment de la menace de grève générale, brandie par le FLN comme son atout majeur. Alors à ce moment-là, il considère qu'il risque d'être débordé, sans doute, et il fait appel à l'armée, donc au général Salan, auquel est demandé de prêter au pouvoir civil une certaine force qui ne peut être prise que dans sa disponibilité du moment. Et la 10e DP et la disponibilité du moment du général Salan. 4 régiments sont déployés et se partagent Alger. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les officiers paras deviennent des policiers. Beaucoup d'officiers, à commencer par Massu, ont servi dans la France libre. Plusieurs ont été résistants et déportés comme Jean-Pierre ou Élie de Saint-Marc. Un imposant dispositif militaire a été mis en place sous la direction du général Massu, chargé de maintenir l'ordre dans la ville. De multiples contrôles destinés à filtrer les suspects sont opérés dans les différents quartiers et dans la banlieue. Alors le pouvoir civil avait donné ordre au général Massu de remettre de l'ordre. Autrement dit, si on n'avait pas remis de l'ordre à Alger, il fallait s'en aller, parce qu'Alger était à feu à sang et la police ne pouvait rien faire. Donc les parachutistes ont reçu l'ordre de trouver cette rébellion. Alors, en liaison avec Massu, tous les connaît le parachutiste, on a coupé la ville en morceaux, on a pris chacun une partie, et puis très vite, on a fait des enquêtes policières, ce que j'ai appelé, moi, un travail de flic, que je n'aimais pas, parce que le parachutiste est fait pour se battre en plein jour ou en pleine nuit, mais pas faire le travail policier, c'est pas son rôle, ça. Alors, quand nous sommes arrivés et que le commandant Bijard, le colonel Bijard nous a réunis, nous arrivions de Chypre, nous a réunis en lui disant, voilà, la 10e DP prend en charge tout le maintien de l'ordre à Alger, tous les pouvoirs de police. Voilà les missions que nous avons reçues, c'est de démanteler la rébellion. Alors nous avons commencé, chacun dans son secteur, aussi bien au niveau de la compagnie qu'au niveau du bataillon, ou du régiment ou de la division, à dresser une carte de l'organisation FLN, de l'ALN plutôt. Et là, nous avions donc le responsable d'Alger, qui était Ben Midi, ça on le savait, il était tout en haut de l'organigramme, Ben Midi, ensuite un certain nombre de responsables, et on arrivait comme ça jusqu'à la dernière cellule du dernier quartier d'Alger, avec le tueur, le percepteur d'impôts et le petit commissaire politique. Donc nous avions construit un organigramme, mais il était blanc, il était presque blanc. Il y avait simplement quelques noms. Et à partir de ces noms, il s'agissait pour nous de raccorder les morceaux, de remonter tous les maillons de la chaîne jusqu'en haut. C'était un boulot de flic, mais il n'y a rien de déshonorant, dans la mesure où la police est là pour rétablir l'ordre et protéger le citoyen du terrorisme. Nous n'avions pas de cas de conscience. C'est vrai que nous avons eu des officiers qui avaient une sensibilité différente et qui avaient des états d'âme, et qui se disaient, moi, je ne suis pas rentré à Saint-Cyr pour faire ce boulot-là, mais dans l'ensemble, la machine a suivi. Au cours d'une opération massive préparée dans le plus grand secret, la vieille Casbah a été verrouillée par 7000 hommes pendant que, sous la surveillance d'un hélicoptère, les forces de police fouillaient la ville arabe aux 1000 ruelles, maison par maison. D'importants stocks d'armes ont été saisis, une imprimerie clandestine découverte et près de 500 arrestations opérées. Parmi les suspects, on compte plusieurs chefs terroristes. Alger respire. Les paras quadrillent, contrôlent, arrêtent en masse, perquisitionnent jour et nuit. La Casbah est bouclée, les points d'accès contrôlés.
Le quadrillage a été préparé par Trinquet avec l'aide en particulier de la gendarmerie, qui s'est acquittée de cette tâche magnifiquement, je dois dire. Elle consistait à distribuer les différents quartiers d'Alger en îlots d'immeubles, composés chaque îlot d'un certain nombre d'immeubles, et dans chaque immeuble, un responsable avec une fiche concernant tous les habitants de l'immeuble, sur laquelle le responsable devait noter les mouvements afférents à l'immeuble, les départs, les arrivées, etc. La bataille d'Alger, au fond, c'est une bataille policière. D'abord, nous avons voulu connaître leur organisation. Et pour ça, voilà, c'est comme nous avons fait. Vous avez lu Mao Tse-tung, on vous dit que les terroristes sont comme le poisson dans l'eau. Bon, mais nous avons dit, tous les habitants les connaissent. Alors, nous avons été une après-midi, au début, une trentaine de jeunes gens, et nous leur avons demandé individuellement. Il ne faut jamais, quand on interroge des terroristes, qu'ils soient deux, il faut que les gens, les amis, ne connaissent jamais ce qu'ils ont dit. Nous leur demandé une question très simple. Qu'est-ce qui collecte les fonds chez vous? Tous nous l'ont dit, et on les a relâchés le lendemain matin. Nous sommes allés arrêter les collecteurs de fonds. Ils nous ont dit, à qui vous portez les fonds? Ainsi de suite, nous sommes remontés jusqu'au sommet de la pyramide. Alors la police, mais les militaires sont allés les arrêter chez eux, à l'occasion du couvre-feu. À partir de 8 h du soir, plus personne ne pouvait se déplacer dans les rues. Eh bien, les militaires allaient frapper à la porte et prenaient le terroriste. Que faire des suspects? Paul Tedjen, secrétaire général de la police, obtient qu'il soit assigné à résidence dans les locaux militaires et que chaque assignation soit soumise à sa signature. L'armée faisait des rafles dans les appartements la nuit, rafler toute une famille, on ne savait plus ce qu'il devenait. Il dit, lorsque vous arrêterez quelqu'un, vous avez raison, faites ce que vous voulez, vous êtes libre, vous avez les pouvoirs de police. Bien, sauf celui-là, vous me donnerez tous les matins le nom des gens que vous avez arrêtés. Vous les assignerez à résidence chez vous, dans le quartier militaire où ils étaient. Et vous me les rendrez à la sortie. Ils ne me les ont pas tous rendus. On a assigné 24 000 sous mon nom, sans aucun pouvoir. 24 000. Il en manque 4 000. On ne m'a pas rendu 4 000. Lorsqu'au mois de septembre 1956, 57, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Où sont-ils? Dans les camps, à Port-de-Cazel, même pas. Je suis allé à Port-de-Cazel pour voir, il n'y était pas. Il a disparu. Les ouèdes, la mer, les renvoyés. Renvoyer les crevettes Bijard, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'était pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne fait pas la guerre comme ça, c'est pas possible. C'est ce qu'on a appelé la corvée de bois. Bon, des corvées de bois, il y en a certainement eu, mais je suis incapable de me prononcer sur ce point parce que je n'ai pas été l'acteur ni le témoin de ces choses-là. À cause du quadrillage, Yassef Saadi, Ali Lapointe, Ben Midi, vivent cloîtrés, passent de cache en cache et échappent de peu aux descentes des paras. Mais le FLN veut montrer qu'il est toujours présent et actif. Annoncé depuis plusieurs jours, la grève est lancée le 28 janvier, à l'heure où la question algérienne doit être débattue à l'ONU. Dans la Casbah d'Alger, où l'appel impératif à la grève générale de 8 jours lancé par le FLN avait trouvé un écho favorable, les forces du général Massu, chargées de la sécurité, ont dès le premier jour lancé des sommations aux commerçants dans ces ruelles où la rébellion a cru trouver un asile impénétrable. Partout où ces sommations se sont montrées inutiles, les parachutistes ont levé les rideaux de fer et ouvert les magasins fermés en laissant un garde à la porte. Nous avons obligé le travail à reprendre, ou quelquefois même à ne pas s'arrêter, malgré les déclarations du FLN qui voulait que le succès de cette grève appuie sa thèse à l'ONU. Revenant de New York, où il vient de plaider devant l'ONU le dossier algérien, M. Christian Pineau se félicite des résultats obtenus grâce aux arguments développés par la délégation française. Finalement, la motion qui a été votée a été très bonne pour la France, en ce sens qu'elle n'a pas reconnu la compétence de l'ONU dans les affaires intérieures françaises, qu'elle a simplement recommandé une solution
pacifique, démocratique et juste, ce qui est exactement ce que propose le gouvernement français. La grève générale a duré une matinée, et la grève au total a duré 48 heures. Alors, les pardon, excusez-moi, quand on a fait plusieurs campagnes, on se mélange un peu. Les musulmans étaient terrorisés. C'est comme ça que les chefs sont arrivés à prendre la population en main. Ils étaient terrorisés. Il y avait des structures, c'était très noyauté. L'ordre de grève était donné. Donc, ils étaient contraints de faire la grève. Sinon, ils étaient supprimés, eux ou leur famille. Vous pensez vraiment que la grève était efficace, enfin, était suivie au début uniquement parce qu'il y avait la pression Ah, mais uniquement pour ça. Uniquement pour ça. La preuve en est, c'est que lorsque les musulmans se sont sentis protégés, à partir du moment où le dispositif organisé par le général Massu a été mis en place, que tous les régiments se sont installés, ont levé les rideaux et qu'on a ouvert les magasins, à midi déjà ça avait basculé. Et le soir les magasins étaient ouverts. Et le lendemain il n'y avait plus de grève. La grève n'a pas duré 2 jours. Ça a été véritablement la défaite du mot d'ordre de la LN. Elle a été brisée rapidement parce que les forces en mesure étaient énormes. Il faut se rappeler que les paras ne plaisantaient pas. Je veux dire, quand une boutique était fermée, ils la cassaient. De sorte que, dans la Casbah en particulier, c'était très vite. Moi, je m'en rappelle, j'ai été un peu étonné que de voir tant de boutiques fermées au début. Et vous pouviez suivre ces opérations, là, quand les paras rentraient dans la Casbah, casser les boutiques J'ai vu ça, oui. Comme les manutentionnaires des halles, comme les dockers, les employés des gares ont répondu à l'appel des forces de l'ordre et assurent consciencieusement leur service. En 2 jours, la grève est cassée. Pour le FLN, c'est un échec. Mais Youssef Saadi a d'autres moyens de se faire entendre jusqu'à l'ONU. Le fait justement d'exploser les bombes à Alger était très important pour, si vous voulez, dramatiser les choses, justement, dans les coulisses de l'ONU. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si c'est Boumengel ou Yazid, qui étaient tous les deux des porte-paroles aux États-Unis du FLN à l'époque. L'un d'eux m'a dit... quand je l'ai rencontré, je ne me rappelle pas où, mais je crois bien que c'était New York, chaque fois qu'une bombe explose, ça nous donne une sensation d'exister ici. Le 26 janvier 1957, des bombes explosent dans 3 cafés très fréquentés par la jeunesse européenne. L'Automatique, la cafétéria, le Coq-Hardy. Le bilan est effroyable, 4 morts et des dizaines de blessés mutilés. « 15 jours plus tard, de plus en plus traqué, Youssef Saadi réussit à faire sortir des bombes de la Casbah assiégée. Cette fois, il a choisi de nouvelles cibles. Les bombes explosent dans 2 stades. Entre les paras et les réseaux bombes du FLN, c'est la course. Les hommes de Massu remontent les filières, perquisitionnent jour et nuit, se moquent de la loi, puisqu'ils sont la loi. Les suspects sont torturés à l'électricité, la fameuse gégène, tabassés.
Dans une circulaire, Massu a justifié et couvert l'emploi de ces méthodes. La torture paie. Les hommes parlent, dénoncent, sont retournés. En quelques semaines, les paras obtiennent des résultats. Le 3e RPC de Bijar est chargé en particulier de la Casbah. Je dois dire que Bijar était, ce qui comptait avec lui, c'était l'efficacité. C'était la façon dont il pouvait recueillir les informations, les centraliser, créer un espèce d'organigramme qui expliquait comment les réseaux étaient constitués. Il faut se rappeler que l'unité de Bijar a constamment été en train d'arrêter, d'interroger les habitants de la Casbah, ensuite de les relâcher, pas toujours de les torturer, et que par cette espèce d'interrogatoire, je crois ils ont interrogé 30 ou 40% de la population de la Casbah pendant la bataille d'Alger, de sorte qu'ils arrivaient forcément à savoir des choses. Et Bijar, qui était un grand organisateur, et ça on a tendance à l'oublier, avait également des gens qui fonctionnaient très bien. Le grand tableau de Bijar, représentant l'organigramme du FLN à Alger, peu à peu se remplit. Les officiers paras peuvent afficher leur succès. Les réseaux sont cassés, les caches sont découvertes. À la mi-février, le lieutenant Haller tient une piste. Je suis allé voir la concierge, je lui dis alors cela. Ah, elle me dit, oui, celui-là, je connais bien, c'est monsieur Untel, il est très bien, je ne sais pas ce qu'il faisait encore, il avait une situation tout à fait honorable, il ne se faisait pas remarquer. Et je lui dis à quel étage est-il? Elle me dit, il est au 3e, et je lui dis, vous avez l'occasion de le voir de temps en temps, parce que je ne tenais pas du tout à ce qu'il s'échappe. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Alors, quand le voyez-vous? Elle me dit, quand je lui montre le courrier. Eh bien, j'ai dit, on va attendre le courrier. Alors, le facteur est arrivé, et j'ai suivi la concierge qui a frappé, et qui a dit, monsieur, je vous apporte le courrier. Il a ouvert la porte, c'était Ben Midi, le chef de la rébellion. Ce sont deux prises importantes qu'ont faites à Alger en la personne de Chergui Hamida et surtout Ben Mridi Darbi, les parachutistes du général Massu, agissant en collaboration avec la DST. Les deux hommes qui ont été conduits sous bonne escorte au PC du colonel Bijar sont en effet des membres influents du FLN. Ben Mridi Darbi notamment, qui appartient au célèbre comité des 5. Si je reviens à l'impression qu'il m'a faite à l'époque où je l'ai capturé, et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. J'aurais aimé avoir beaucoup d'hommes de cette valeur, de cette dimension de notre côté. Parce que c'était un seigneur, Ben Midi. Ben Midi était impressionnant de calme, de sérénité et de conviction. Lorsque je discutais avec lui et je lui dis « Vous êtes le chef de la rébellion, vous voilà maintenant entre nos mains, la bataille d'Alger est perdue, et j'extrapolais un peu, la guerre d'Algérie, vous l'avez perdue maintenant. » Il dit « Ne croyez pas ça. » Et il me rappelait les chants de la résistance, le chant des partisans, un autre prendra ma place. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais ceci d'une manière sereine, pas ostentatoire. C'est un homme qui était calme, serein. Je ne peux même pas dire qu'il était inquiet. Il avait déjà compris que la page était tournée pour lui. Parce que faire de Ben Midi? Que faire de Ben Midi? Nous en avons longuement parlé avec le colonel Bijar. Et je lui dis, Ben Midi est un poisson trop gros pour nous. Il faut le rendre, il faut le donner. Et le reste, c'est plus notre problème. C'est à l'échelon supérieur de décider ce que l'on pourra faire de Ben Midi. Ben Midi, ça m'a fait de la peine de le perdre, parce que je savais qu'on ne le reverrait plus. Je subodorais. Vous l'avez remis à qui? Je l'ai remis à l'état-major, il y a une équipe qui est venue le chercher, et c'était la nuit, et bien que le règlement
s'y oppose, je lui ai fait présenter les armes. Parce qu'il faut reconnaître chez son adversaire la valeur et le courage. Et Ben Midi était pour moi un grand monsieur. D'ailleurs, son prénom dans la résistance était Hakim, qui veut dire le preux. Qui lui a présenté les armes? Moi, avec mon détachement, avec un petit détachement que j'ai Bijard a entériné. Et après? Après, il a disparu, il est parti. Il a été remis à la justice ou dans un camp d'internement. Et j'ai appris à travers la presse, les journaux et tous les livres d'histoire que j'ai parcourus, qu'il s'était suicidé dans sa cellule le 4 mars. Il n'y avait pas cru. Mon problème n'est pas de savoir si je l'ai cru, le problème c'est qu'il est mort. Mais peut-être une petite idée sur la manière dont il est mort. Il est parti. Avec l'arrestation de Larbi Ben Midi, s'achève la première phase de la bataille d'Alger. Le FLN est démantelé, les chefs historiques ont fui. Des 5000 militants du début, il ne reste qu'un petit groupe autour de Yassef Saadi. Les paras ont gagné, mais à quel prix? Contre le terrorisme urbain, aveugle et meurtrier, les autorités politiques et les chefs militaires ont accepté le recours systématique à la torture. Dans les deux camps, la fin justifie les moyens. Je suis catholique pratiquant et j'ai mis 2 ans avant de pouvoir rentrer dans une église. Il est évident que j'ai eu beaucoup d'état d'âme. C'est très difficile sur le plan moral. Personnellement, moralement, je suis contre la torture. Comme je suis contre le carnage de civils innocents. Mais pour comprendre comment elle peut avoir lieu, il ne faut pas parler dans une chambre, dans une pièce calme et dans un pays en paix. Il faut se rendre compte ce que peut être une ville comme Alger pendant la bataille d'Alger, c'est-à-dire en 56, 57 et 58, où tous les jours des actes de terrorisme étaient commis, où tous les jours des enfants innocents mouraient, où des femmes étaient déchiquetées par des pièges, par des grenades, où des dancing le samedi après-midi sautaient, et où il y avait des 50-60 couples qui étaient déchiquetés. En face de ce spectacle, vous aviez des hommes chargés du maintien de l'ordre qui avaient entre leurs mains les responsables de ce terrorisme, qui ne voulaient pas parler. Et ils étaient tentés d'interroger durement leurs prisonniers pour essayer d'enrayer cette terreur épouvantable. Ils ont dit on va commencer avec le grand, le jeune, c'était mon mari, Mustafa Bouhired. Ils ont commencé, ils ont installé dans la chambre premier étage une grande bassine d'eau, électricité et tout. Ils ont tout installé exactement comme ils ont torturé mon mari vraiment jusqu'à qu'il a perdu connaissance. Ils l'ont mis de côté. Ils ont pris un autre nom, c'est un voisin, qui l'ont torturé aussi vraiment jusqu'à quand il a perdu connaissance. Ils l'ont mis de côté. Moi, j'ai jamais vu personne torturé personnellement. Je me suis torturé moi-même une fois, enfin d'ailleurs, modestement pour voir ce qu'était la fameuse GGN, mais je n'ai jamais assisté à un interrogatoire par force, personnellement. J'étais au-dessus du travail de détail et je recevais, j'avais assez à faire pour suivre l'action de mes régiments sans avoir le temps de descendre dans le détail des opérations d'interrogatoire. Bien sûr que j'ai assisté à ce type d'interrogatoire. Bon, je ne vous en dirai pas plus que ce qui a été dit. Je pense que ce n'est pas la peine d'en dire davantage. Il est évident qu'on est obligé de faire parler. Et on se retrouvait, nous étions en 1957, on se retrouvait 20 ans ou 15 ans en arrière avec le problème de la résistance que nous avions connu, puisque la plupart d'entre nous avions été résistants, combattants l'Indochine, etc. La plupart avaient un passé qui avait démarré à la libération ou même avant la libération. Certains même, parmi nous, dont Élie de Saint-Marc, avaient été déportés. Donc des états d'âme, nous en avions.
Mais une mission, nous l'avions aussi, nous avions une mission à remplir. Fallait-il démissionner, quitter l'armée? Je ne pense pas avoir perdu mon honneur en Algérie, disons que j'ai perdu un peu de mon âme. En métropole, une poignée d'intellectuels se mobilise contre l'intrusion de la torture dans la République. Quelques journaux mènent campagne, citent des cas de sévices, comme Témoignages chrétiens, L'Humanité, France Observateur ou L'Express. L'écrivain catholique Pierre-Henri Simon s'insurge. Les autorités à l'époque se sont indiscutablement saisies de l'occasion des bombes terroristes à Alger pour répondre de la même manière en arrêtant de soi-disant suspects, en les torturant, en les obligeant à cracher, en vérité, soi-disant. Le tortionnaire s'humiliait lui-même, alors. Ouais, le respect de l'homme dans tout ça. Hein. On a beaucoup parlé de torture, qui est un mot qui excite l'imagination de beaucoup de gens, qui fait peur à beaucoup d'autres. Mais c'est un mot, à mon avis, très général et qui n'était pas valable pour l'action que nous avons menée en Algérie. Enfin, à mon humble jugement, la question par force n'a rien à voir avec la torture pratiquée dans les camps de déportation nazis ou dans les camps Viet où trois de nos camarades ont séjourné pendant de nombreuses années. J'étais passé par la torture en 1943, plusieurs fois par la Gestapo. Vous savez comment on humilie un homme, comment on ne le respecte pas, comment on arrive à le réduire à zéro, plus le camp de concentration d'un chaud, ça me suffisait. Je ne pouvais pas supporter que les Français agissent de même. En mars 1957, Paul Tedjen écrit une lettre de démission. À la demande du ministre, il la garde secrète jusqu'en septembre. Les intellectuels ne sont pas les seuls à protester. Le général de la Bollardière demande à être relevé de son commandement. Il est condamné à 60 jours de forteresse pour avoir témoigné dans l'Express. Je crois que pour quelqu'un de normal, ça n'est pas facile de torturer un autre homme. Mais on n'appelait pas les Algériens des hommes, on les appelait des ratons ou des bougnoules. Et alors à ce moment-là, ça devient facile de torturer un bougnoul parce qu'on se figure que ce n'est pas un homme. J'étais navré d'être en opposition avec Bollardière, qui est un vieux copain. Nous étions ensemble à la Flèche et à Saint-Cyr. D'ailleurs, je l'ai revu depuis, nous nous serrons la main. Moi, j'ai rien contre lui, mais enfin, la population demande d'être protégée. L'armée est faite pour protéger la population. Bon, ben, écoutez, dans certaines circonstances, l'armée est obligée d'employer des moyens qui ne lui font pas plaisir, qu'elle n'emploie pas avec joie. Certains de ces éléments ont pu les employer maladroitement, se laisser entraîner par une certaine passion. C'est un métier dangereux, je l'ai écrit, je l'ai répété, je le pense encore. C'est un métier qui demande à être fait avec beaucoup de circonspection. S'il était vrai qu'il y ait des brutalités organisées par un individu ou deux, le calme rétabli dans les 2 jours, 3 jours qui suivent une arrestation, que pour faire parler un coupable il soit torturé, ce serait intolérable. C'est pas concevable, même si ça ne se produit qu'une fois. Il y a des méthodes que les autres emploient, que nos adversaires emploient. Mais même dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur répondre par la même méthode. La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme. Le président du Conseil, Guy Mollet, nie l'usage de la torture que son gouvernement a couvert. Mais devant la campagne d'opinion, Mollet décide, le 5 avril, la création d'une commission de sauvegarde. L'armée française n'a pas l'apanage des sévices, loin s'en faut. Contre les Algériens qui ne rallient pas son camp, le FLN a recours à des méthodes barbares. L'annonce, en mai 1957, du massacre de Melouza vient annihiler la campagne contre la torture. Voici dans le massif Hodja
les lieux où se sont déroulés dans la nuit du 28 au 29 mai dernier les massacres qui ont anéanti presque totalement la population mâle de la Casbah Melouza. Les traces de cette épouvantable tuerie sont encore visibles sur le sol rocailleux, à proximité des tumulus sous lesquels reposent les victimes du raid terroriste. Enquêteurs et journalistes ont pu recueillir dans les douars martyrs les témoignages des rares survivants du massacre, dont le retentissement dans le monde a été tel que ceux qui ont armé les bras des tueurs en sont réduits au mensonge pour renier ce forfait. À Alger, isolé, Yassef Saadi n'a pas renoncé. Coupé de la direction politique, il reconstruit des réseaux avec Ali Lapointe et Djamila Bouhired. Traqué, il se déplace dans la Casbah déguisé en femme. Hé là, regarde! Halte! Le 13 avril, au cours d'un accrochage, Yassef Saadi s'échappe de justesse, mais Djamila Bouhired est blessé et arrêté. Yassef Saadi continue. Le 3 juin, des bombes explosent à des arrêts de tramway, tuant indistinctement musulmans et européens, femmes et enfants. Le carnage est atroce. Cinq jours plus tard, un dancing, le casino de la Corniche, saute. La bombe a été placée sous l'estrade et déchiquette l'orchestre et les danseurs. On nous avait demandé de préparer un objectif très payant, même s'il est criminel, qui serait revendiqué par le FLN. Parce qu'on a été acculé dans les instances internationales en ce qui concerne Melouza. Alors lorsqu'il y a eu la bombe de la Corniche, elle a été revendiquée par le représentant du FLN à l'ONU. Il leur a dit en ces termes, oui, nous revendiquons, c'est un attentat criminel, nous le revendiquons, mais Melouza, ce n'est pas nous. La deuxième phase de la bataille d'Alger s'engage. Un jeune mathématicien communiste, Maurice Audin, arrêté par les paras, disparaît. Son camarade de parti, Henri Alleg, directeur d'Alger républicain, est passé à la question. Ces deux affaires, parce qu'elles concernent des Européens, font grand bruit. Bijard et ses hommes reviennent dans Alger. L'objectif est de trouver Yassef Saadi. Désormais, les interrogatoires ont lieu à domicile. Les renseignements extorqués sont immédiatement exploités. Surtout, un officier, le capitaine Léger, utilise des informateurs de la Casbah, souvent d'anciens militants FLN retournés, pour remonter les filières. À la fin de septembre 1957, la planque de Yassef Saadi est localisée grâce à ce travail d'infiltration. Pour Yassef Saadi, ça s'est passé de la façon suivante. Ils échangeaient un courrier entre donc Yassef Saadi, le chef du FLN d'Alger et même de toute la zone autonome d'Alger, entre lui et donc Yassef et son adjoint qu'il ne savait pas arrêter, bien sûr. Il l'ignorait. Ce courrier partait porté par des messagers ou des messagères. Et j'ai réussi à mettre au point de vue messager, une messagère plus exactement, qui était une femme qui travaillait pour moi. Et il y en avait beaucoup. Elle portait donc le courrier, elle nous ramenait les réponses de Yassef Saadi. Alors ceci était très bien, mais nous ne savions pas exactement où se trouvait son repère. Elle a vu le messager qui apportait les lettres de Yassef Saadi à la maison où normalement était la boîte postale. Elle avait mis dans sa main un morceau de craie, elle lui a plaqué la main dans le dos, il avait donc une marque dans le dos, et il a été suivi comme ça dans toutes les ruelles de la Casbah par des femmes, par des enfants et par des hommes qui travaillaient pour moi. Et c'est ainsi qu'on a réussi à déterminer le repère où se cachait Yassef Saadi. C'est comme ça que dans la nuit, il a été arrêté. Une filière avait conduit les forces de l'ordre dans la Casbah, où le numéro 3 de la rue Caton était surveillé depuis plusieurs jours. C'est dans cet immeuble que les soldats devaient forcer Yassef Saadi au fond du repère qu'ils s'étaient ménagé derrière un panneau de mur amovible.
Arrêté en compagnie de sa compagne Zora Drif, Youssef Saadi, maintenant sous bonne garde, dirigeait toute la rébellion de la zone d'Alger. Il rendra compte à la justice de ses activités. Le 8 octobre, Ali Lapointe, à son tour repéré, saute avec le pâté de maison où il s'était caché. En pleine Casbah d'Alger, des fouilles plus dramatiques ont été entreprises par les légionnaires parachutistes à la suite de l'explosion d'un dépôt d'armes qui a pulvérisé un groupe d'immeubles servant de repère à de nombreux rebelles. De ces décombres devait être dégagés une douzaine de cadavres, parmi lesquels celui de l'un des chefs du terrorisme algérois, Ammar Ali, dit Ali Lapointe. Survenant après l'arrestation de Youssef Saadi, l'explosion de la Casbah a achevé de décapiter l'importante cellule rebelle de la capitale algérienne. C'est la fin de la bataille d'Alger. La guerre d'Algérie continue. J'ai fait couler du sang, c'est entendu, mais enfin, comme je le dis en finale, il en aurait coulé beaucoup plus si la bataille n'avait pas été livrée, a fortiori si elle avait été perdue. Beaucoup plus. Je pense que nous avons été très efficaces, mais ça n'est pas le genre d'opération, le genre de mission que je referai avec plaisir. C'était une mission très difficile, qui est tout à fait hors norme par rapport à l'éthique de l'officier occidental et chrétien de surcroît. Mais nous étions pris par la mission, donc nous avons essayé de la remplir le plus humainement possible, même si ce mot paraît un petit peu surprenant dans la bouche d'un officier parachutiste qui a participé à la bataille d'Alger. Le président Bourges Monouri a remis dans la cour d'honneur des Invalides les insignes de grand officier de la Légion d'honneur au général Massu, chef des paras.